Ça se fait que j'en ai pas, plutôt que l'inverse. Et donc, l'idée, c'est de se dire, il y a souvent des comportements et des pathologies familiales ou personnelles, hein, par exemple la jeune fille qui a fait une anorexie, et puis après qui s'est un peu scarifiée, et puis elle s'est enfin mariée, donc elle s'est enfin casée, tout va bien. Elle est prise en charge, enfin elle est prise en main par la belle famille. On est tous contents, sauf que c'est pas parce qu'elle est prise en main par la belle famille que ses neurones se sont guéris. Donc, l'idée, c'est que ces fragilités, elle les a. Et au moment de la grossesse, ça risque de se placer. Donc, là aussi, même si on est dans la joie de cette grossesse, l'air de rien, racontez-moi comment ça s'est passé. Il y a eu des moments donnés où il y a eu des petits moments de spleen, des petits mots très simples. Est-ce qu'il y a un moment donné, surtout, bon, les grossesses qui vont bien, bien sûr, mais quand une grossesse va pas bien, c'est là qu'il faut y aller. Et très fréquemment, quand on ne sait plus trop quoi faire, c'est que c'est psychologique. Donc, est-ce que la grossesse est désirée ? Est-ce qu'elle est désirée par la patiente ? Est-ce qu'elle est désirée par sa famille ? Est-ce qu'elle est conflictuelle ? Est-ce qu'il y a des enjeux ? Le mariage n'était pas le bon mariage et que du coup, cet enfant qui va naître, il va porter les gènes de l'autre famille et que là, c'est pas possible. Et que du coup, elle est porteuse malgré elle de quelque chose, de la honte ou de la culpabilité. Est-ce que cette grossesse n'est pas surinvestie ? Enfin, voilà, ça fait trop longtemps qu'on l'a attendu, ben voilà, enfin, t'es enceinte, ma fille, maintenant, tu vas pas commencer à trouver que c'est difficile la grossesse, hein. Ça fait longtemps qu'on t'a dit que tu devais être maman, voilà. Enfant de remplacement, il y a un enfant mort, donc on le remplace, on se dépêche de faire vite fait, et ben non, il faut faire le deuil du premier aussi, celui d'avant. Beaucoup de difficultés quand les situations sont précaires, et partout dans le monde et au Maroc pareil, il y a des femmes qui sont dans des grossesses précaires, dans un contexte de vie précaire, et d'ailleurs, on a presque un paradoxe, c'est que plus les situations sont précaires, plus les femmes font d'enfants. Et donc on est dans des systèmes de répétition comme ça, de grossesse en grossesse en grossesse, avec rien pour manger, des difficultés de travail, le mari qui bat, les systèmes, et donc là effectivement il y a quelque chose à dire, et du conseil, à parler, etc. Et donc là on est, si vous voulez, nous-mêmes dans un conflit. Parce que d'un côté, on se dit c'est très bien cette grossesse, d'un autre côté, on voit bien que c'est pas une bonne chose. Comment le dire sans dire du mal de la grossesse, vous voyez ? Et ça, c'est des très subtils, et ça nécessiterait de faire presque un jour une table ronde, de discuter de ces situations, de voir les mots qu'on prend, les réflexions qu'on a, les réflexes, les automatismes qu'on a qui ne sont pas toujours très bons, et qui font parfois du mal. Et notamment le contexte que la grossesse, eh ben, ça protège, c'est pas vrai. Quand on regarde l'incidence de la dépression dans tous les âges, on constate que l'âge de la procréation, c'est un âge où l'incidence de la dépression est le même. C'est-à-dire le fait d'être enceinte ni n'augmente ni ne diminue la grossesse. C'est pareil. La dépression. Merci. Donc, l'idée c'est que, voilà, donc ça ne protège pas. Je crois que c'est ça le message important. Alors, en épidémiologie, on va trouver ce critère de dépression pour 10 à 15% des grossesses, avec principalement le premier trimestre, puis le troisième, avec le deuxième trimestre qui est un petit peu l'embellie, le moment où il y a le moins d'épisodes dépressifs, avec environ 3 à 5% pour la dépression majeure, qui nécessiterait un traitement pharmacologique, et 8 à 11% pour une dépression mineure, pour laquelle il ne faut pas de traitement pharmacologique, pas d'antidépresseur. Donc c'est ça qui est compliqué, c'est qu'on peut avoir des signes de dépression, mais qui ne sont pas très importants. Et ces signes-là, il faut effectivement les accompagner, valoriser les mamans, je vous dirai tout à l'heure comment faire, mais pas donner de traitement antidépresseur, avec la grande question très difficile des hypnotiques. Moi, je ne suis pas un grand favorable des benzodiazépines pour dormir, chez ces mamans. Mais c'est un peu compliqué de les laisser s'endormir non plus, parce qu'elles sont déjà très fatiguées. Donc voilà, donc ça, on verra tout à l'heure qu'est-ce qu'on peut faire, c'est pas si simple. La dépression donc postnatale, elle existe elle aussi, 1% à 6% dans la dépression majeure et environ jusqu'à 13% dans les dépressions mineures. Donc ça, c'est la dépression du postpartum. Malgré tout, en dépit de l'épidémiologie, on se rend compte que le diagnostic est posé que dans 1% des cas, de ces 3 à 5%, c'est pas dans 1% des cas, mais si on a dans 100 patients 5 qui ont une dépression, on n'en voit qu'un. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'on s'aveugle nous-mêmes à cause de ce que je vous ai dit tout à l'heure.
parce que c'est pas facile. Une grossesse, c'est fatigant, une grossesse, il y a des doutes, une grossesse... Donc il y a plein d'éléments, je dirais, de la vie qui peuvent expliquer pourquoi on peut être déprimé. Voilà. Et donc sans pour autant que ce soit une maladie. Et donc pour que ce soit une maladie, il faut aller la chercher activement. Et c'est là, pour chercher activement une maladie, il faut accepter qu'elle peut exister. Et c'est là où vous allez voir tout à l'heure que la conviction du soignant, la conviction du médecin, c'est très important. Si un médecin pense que la dépression, ça n'existe pas, c'est juste des femmes faibles, ou que c'est tellement magnifique d'être enceinte qu'on ne peut pas être déprimé, ben ce médecin-là, il ne verra jamais de dépression. Ah non, moi j'ai fait toute ma carrière sans avoir de dépression. Je ne sais pas comme ce que tu as vu, docteur Nuss, tu les vois toi partout, tes psychiatres, tu les trouves, mais moi je ne les trouve pas. Tu inventes. C'est comme on dit souvent, c'est le laboratoire qui a inventé les médicaments et c'est eux qui ont inventé la dépression. C'est un peu le même truc. Donc, ce qui se passe souvent, c'est qu'au début, on a bien l'idée qu'elle est déprimée, on commence à prescrire, puis on dit, voilà, j'ai la peur au ventre, si à cause de moi, le médicament entraînait une malformation. Et on arrête. Ça, c'est une grosse connerie. Il ne faut pas faire ça. Si on est persuadé qu'il y a une dépression, il faut la garder, il faut garder l'antidépresseur. Et ce qu'il y a, c'est quand j'ai pris les données en France, mais quand les mamans, quand les femmes ont une conception d'un enfant, et ben 14% d'entre elles sont déjà en France sous antidépresseurs. Donc de toute façon, là le problème ne se pose pas. L'antidépresseur, il est déjà là au moment de la conception. Donc est-ce qu'il faut l'arrêter, est-ce qu'il ne faut pas l'arrêter? La réponse c'est non, il ne faut pas l'arrêter. Ça dépend de quel, il faut parfois le changer, mais il ne faut pas l'arrêter. Donc quels sont les facteurs de risque de la dépression pendant la grossesse? Donc la primiparité, le premier enfant, c'est plus dépressogène. L'âge jeune ou l'âge âgé. Je suis vrai que peut-être ici c'est plus des femmes jeunes, mais en France c'est plus des femmes âgées qui ont maintenant des grossesses, parce que les femmes ont des enfants beaucoup plus tard en France maintenant. Et donc à partir de 40 ans, 37 ans, on a plus de risque de faire une dépression. C'est quand pour les grossesses précédentes il y a eu des antécédents obstétricaux, des antécédents d'avortement, sans qu'on sache très bien si c'est l'avortement qui soit la cause, le stress, ou c'est la psychologie de la femme qui est plus fragilisée. Des antécédents de dépression, ça c'est classique. Des sentiments négatifs ou une ambivalence par rapport à la grossesse. Parfois, c'est vrai qu'il faut laisser les femmes dire leur colère sur la grossesse. Moi, je ne l'ai pas demandé, ça arrivait trop tôt, je ne le voulais pas, il m'a violée, en fait, je ne voulais pas ce jour-là, etc. Donc, il faut laisser les phrases sortir. C'est très important. Isolement social et affectif. Parfois, c'est au sein d'une famille, la femme est isolée. Donc c'est pas forcément un isolement réel, parfois c'est un isolement psychologique. Rechute du fait de l'arrêt du traitement au début de grossesse. Ça, il faut pas arrêter le traitement au début de grossesse. Les femmes sont très fragiles à l'arrêt. Donc si on est persuadé qu'elles sont déprimées, il faut continuer le traitement. Donc quelles conséquences sur le nouveau-né? Si on ne soigne pas la dépression, on a des enfants qui sont avec un petit poids de naissance, qui ont de moins bonnes interactions mère-enfant avec leur mère, et leur mère est plus maltraitante avec eux. Parce qu'une maman déprimée, c'est une maman qui ne voit pas les besoins de son enfant. Et donc du coup, elle maltraite son enfant, non pas qu'elle veut le maltraiter, mais comme elle ne perçoit pas ses besoins, elle ne lui répond pas. C'est ce qu'on appelle les abus émotionnels. Et quand on regarde un peu, moi je m'occupe beaucoup de schizophrénie, c'est ma spécialité, je m'occupe de schizophrénie débutante. Et quand on regarde parmi les maltraitances, celles qui vont favoriser la schizophrénie débutante, chez les gens à risque, c'est l'abus émotionnel, que cet abus émotionnel soit positif, c'est-à-dire des parents qui s'énervent alors qu'il n'y a rien, ou au contraire des parents qui font ce qu'on appelle un abus émotionnel négatif, c'est-à-dire là où l'enfant attendrait une louange ou au contraire une colère, les parents sont indifférents. Alors que les abus physiques ne prédisent pas la transition vers la psychose. Donc émotionnellement, on est plus fragile que physiquement. Ce qui est vrai d'ailleurs. Mais ça a été montré très bien, là, il y a une étude qui est sortie cette année là-dessus. Et puis chez l'enfant, il bouge moins bien, il a des troubles du comportement, il est irritable, il y a une hypomotricité. Conséquence sur la grossesse, pendant la grossesse, la maman mange moins, et vous savez qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de données sur l'alimentation pendant la grossesse, avec le microbiote et le rôle du microbiote dans la grossesse, parce qu'on a longtemps pensé que l'enfant naissait dans un contexte où son tube digestif était stérile. Et en fait, on remet en question cette donnée, et surtout, le microbiote de la mère donne des nutriments particuliers. Et donc, elle a besoin de certains nutriments, notamment des acides gras,
et que si elle se dénutrit, notamment si elle est carencée en acides gras polyinsaturés, ou en certaines vitamines aussi, et bien l'enfant va avoir un trouble de la trophicité. Donc la maman, si elle est déprimée, elle mange moins bien. Elle est surtout plus à risque d'autres conduites à risque, tabagisme, alcool, toxicomanie, et surtout un moins bon suivi obstétrical. Conséquence sur la dépression postnatale, et bien effectivement, il y a un facteur de risque. Si moi je suis déprimé pendant ma grossesse, j'ai plus de risque de faire une dépression postnatale. Ce qui est important pour nous, quand on ne sait pas très bien, c'est de regarder l'anxiété. Les mamans anxieuses pendant la grossesse, ça doit nous faire tilt. Je pense qu'on est plus prêt à accepter l'anxiété qu'on est prêt à accepter la dépression. La dépression, ça ne paraît pas logique face à la joie de la grossesse. L'anxiété, on peut plus accepter. Donc si nous, dans notre tête de soignant, on a un petit peu de mal avec la dépression chez la femme enceinte, je crois qu'il faut se dire, ok, d'accord, tu as du mal avec ça, mais va sur l'anxiété. Et je pense que si on aborde la question de l'anxiété, on peut beaucoup plus aider les femmes que si on pense que c'est normal. Et puis, la dépression du postpartum chez les pères, qui a été très bien décrite, avec une incidence qui n'est pas négligeable. 4% des pères font une dépression du postpartum. Et donc moi, j'ai eu effectivement cette année 2 papas bipolaires qui ont décompensé à la naissance, et notamment parce que leur femme, elle n'est pas très bien, et donc ça a créé un stress, et ils ont fait tous les deux une hospitalisation, vous imaginez. Donc la maman, elle n'est pas bien, le père est hospitalisé. Donc il faut quand même y penser. La clinique de la dépression chez la femme enceinte, c'est la clinique de la dépression chez tout le monde. On est triste, on prend plus de plaisir aux choses, on se pose 1000 questions, sauf que on attribue tous ces symptômes-là à la grossesse. Je dors pas à cause de la grossesse, je me fais de l'anxiété à cause de la grossesse, je suis pessimiste à cause de la grossesse, je suis en souci parce que ma belle famille etc. Donc du coup, j'ai toute la panoplie explicative externe. Donc c'est à nous de faire notre checklist indépendamment des événements que le patient nous raconte. Vous écoutez, bon, vous ne dormez pas, vous avez du mal à manger, vous n'arrivez pas à vous concentrer, vous êtes pessimiste, vous doutez sur vos compétences maternelles, ça commence à faire un petit peu. Et donc, du coup, il faut aller sur d'autres trucs, il faut aller sur la concentration. Il faut pas mal aller sur les éléments cognitifs. Est-ce que vous avez du mal à vous concentrer? Est-ce que quand vous lisez, vous vous rendez compte que votre esprit s'échappe? Est-ce que vous ne retenez pas ce que vous lisez? Aller sur ce territoire qui est a priori pas associé à la grossesse. Voilà, lire, bon, a priori. Essayez de voir, par exemple, des émissions à la télé. Oh ben non, moi je regarde plus la télé parce que je comprends plus maintenant, c'est trop compliqué. Je reste dans mon coin. Vous voyez? Donc ça, c'est très important d'aller sortir du champ explicatif classique et d'aller sur un autre territoire. Les pertes de poids, ça peut être des prises de poids, des pertes de poids, les idées suicidaires. Et ces idées suicidaires, si on ne va pas à la pêche, on ne les a pas. Parce qu'une maman qui porte la vie avant qu'elle nous dise qu'elle veut se tuer, il faut du temps. Donc si nous on ne l'aide pas, eh ben, elle ne nous le dira jamais. Je crois que vraiment un point important, c'est que si on veut savoir si quelqu'un veut se tuer, il faut lui demander. Il faut lui demander très gentiment, en disant, écoutez, moi je vois que c'est très dur pour vous, vous ne dormez pas, vous êtes angoissé, vous êtes fatigué toute la journée. Est-ce qu'à certains moments, vous ne vous dites pas, mais c'est trop, j'y arriverai pas? Voilà, il faudrait que ça s'arrête, ou est-ce que c'est pas trop, ou j'y arriverai pas, j'aurai pas la force. Pas parler d'idées de mort, mais dire, en fait, prendre les manifestations que la patiente nous dit et de les mettre avec le en disant, ben moi si j'avais tout ça, et des fois je me dirais, c'est pas un peu trop dur la vie quand même? Voilà, sur des phrases toutes bêtes comme ça. Pas direct, non, pas direct. Non, ça ne sert à rien directement parce que ça braque. C'est l'inverse. Mais par contre, il faut le chercher. Il faut le chercher, nous, avec notre case. Mais c'est surtout la dévalorisation. L'autodévalorisation, je suis complètement d'accord. C'est très fréquent et d'aller savoir sur quoi. En fait, il faut toujours, c'est ça l'intérêt de la psychiatrie, c'est qu'il y a toujours une vérité derrière la vérité. Elle dit je vaux rien, bien bon, vous voyez rien à cause de quoi? Oui, vas-y, allez-y. Pourquoi ne pas leur poser la question directement? Pourquoi vous dites non? Non, je pense que parfois on peut le faire, mais ça dépend. Il y a des personnes, ça va les braquer. Donc je pense pas qu'il faut à tout prix le faire directement. Moi, je pense qu'il faut plutôt prendre leurs mots. Oui, mais il ne faut pas penser que si on leur dit, ça va suggérer... Ah non, au contraire. Ah non, pas du tout. Non, je suis d'accord. Non, non. Identifier les idées de mort, ça ne les provoque pas. Ça, c'est certain. Je suis complètement d'accord. Mais par contre, il faut le faire selon le style du patient.
Il y a des patients, ils aiment dire la vérité. Ils disent non, moi je veux mourir, c'est trop dur, je vois la fenêtre, j'ai envie de sauter. Ok, là il faut le prendre direct.